Monsieur le Président, nous imaginons vos charges, vos obligations françaises, européennes, mondiales. C'est pourquoi, au nom de mes collègues, je vous adresse un remerciement immense et sincère pour avoir décidé d'être avec nous ce 19 avril 2011 auprès des élus locaux des Ardennes. Cette terre d'Ardennes, Monsieur le Président, c'est une terre d'histoire. Histoire de France, histoire industrielle et histoire humaine. Bien sûr, comme beaucoup de régions françaises, mais un peu plus qu'ailleurs, à cause de sa situation en frontière. Pour cela, elle s'est retrouvée de nombreuses fois en première ligne des combats, bataille de Rocroi, bataille de Sedan, en y associant Bazeilles, plus largement encore lors des 2 guerres mondiales qui ont suivi. Tous ces événements ont forgé, pour les Ardennais, les générations suivantes, des valeurs plus fortes d'attachement à leur territoire et à son développement, des valeurs d'authenticité, de vérité et de solidarité. Cela est souvent décrit par les Ardennais d'adoption lorsqu'ils nous quittent à regret. La culture est présente depuis longtemps avec les Rimbaud, Verlaine, Michelet et tous les autres. Les festivals Cabaret Vert, Médiéval de Sedan, la Cassine, Feu de Saint-Jean, les musées communaux et départementaux contribuent à la prolongation de l'animation culturelle de notre région. Cette terre d'Ardennes, vous le savez, Monsieur le Président, c'est une terre industrielle. Pendant près d'un siècle, la forge et les métiers complémentaires dus à la présence du bois et de l'eau s'y sont développés, puis de nouvelles activités s'y sont installées. L'industrie a écrit dans notre département une page merveilleuse de développement de la société française. Aujourd'hui, elle s'est transformée et résiste. Depuis plusieurs années, grâce à l'action des industriels et des organismes associés, beaucoup aussi par l'action de l'État sur votre présidence, de la région, du département et des collectivités. L'artisanat, les filières agricoles et forestières sont les activités de production de richesse pour notre pays. Cette terre d'Ardennes, Monsieur le Président, elle vit, elle ne renonce pas, forte de ses valeurs. Monsieur le Président, vous tiendrez compte de mon émotion. C'est la première fois que nous accueillons, au sein de l'Association des maires des Ardennes, le Président de la République française. Aborder d'abord le sujet économique et social paraît décalé au sein de cette Assemblée. Mais compte tenu de mon avant-propos et du fait que je suis ardennais, je ne peux me résoudre à faire autrement, en toute vérité et humilité. Je ne vous parlerai pas des interrogations et des inquiétudes venant d'administrés rencontrées chaque jour par les élus locaux, l'emploi et le pouvoir d'achat, vous le savez mieux que nous, vous à qui on demande tout et son contraire. Je vous parlerai de ce que nous avons besoin pour agir. En premier, comment un dispositif national peut être inventé pour les vallées de la Meuse et de la Smois, similaire à ceux existants pour les zones de montagne. Le développement des activités nouvelles ne peut se réaliser tant que l'activité existante occupe le terrain. Comment anticiper, comment mobiliser les énergies et réaliser rapidement l'accueil de nouvelles entreprises suite à une fermeture d'usine ou d'établissement. En second lieu, comment améliorer le pouvoir d'achat des ménages? Peut-on envisager, Monsieur le Président, un nouvel équilibre financier, économique et social mondial, la création d'une contribution dynamique à nos frontières européennes? Nous vous écouterons avec beaucoup d'attention. C'est une attente forte de nos concitoyens qui nous interpellent chaque jour sur ces sujets ramenés finalement à l'emploi et au pouvoir d'achat. Monsieur le Président, l'économie préoccupe les élus locaux pour les raisons que je viens succinctement d'évoquer. Mais la réforme territoriale mobilise aussi les élus. Pour beaucoup, pas tant sur le fond de la réforme, parce que chacun sait bien que nous devons avancer sur les points, simplifier les structures pour une meilleure efficacité de gestion, rendre plus lisible pour les citoyens l'organisation territoriale. L'élu local de proximité, confronté à d'autres champs d'intervention, dans le cadre des problématiques pures de gestion des collectivités, s'inquiète beaucoup de l'application de la mise en œuvre et de l'évolution des réformes. Vous me direz, somme toute, notre ordre du jour est cohérent avec les préoccupations des élus, réforme territoriale et économie. Et c'est sans aucun doute aussi les secondes raisons qui ont mobilisé tous les élus présents. Vous m'autoriserez à les remercier, ainsi que toutes celles et ceux qui ont contribué à cette journée, vos conseillers, services de l'Élysée, les Ardennais autour de Monsieur le Préfet, le Conseil général et son président, Benoît Huré, la commune de Ranvet et son maire, Jean-François Thierry, les parlementaires et bien sûr Boris Ravignon pour ses actions en direction des Ardennes. Monsieur le Président, vous me permettrez, avant de terminer mon propos, de vous présenter rapidement notre association, forte de 420 communes et de 12 intercommunautés adhérentes. Avec 3 salariés en toute indépendance financière, son action vise 3 objectifs: informer, conseiller et rassembler.
Rassemblés pour travailler, c'est ce que nous faisons aujourd'hui grâce à vous. C'est dans ce sens que je veux saluer ici l'Association des maires ruraux et son président Jean-Claude Némery, représenté par André Gaudin, qui partage avec nous ce moment républicain d'accueil du président de la République dans notre département. Je regrette l'appel de l'association Unimaire, certes constituée d'élus socialistes, absence pour des raisons politiques. Heureusement, l'indépendance, la responsabilité des élus et le rattachement profond à la vie des collectivités font que nombreux sont présents avec nous aujourd'hui. L'engagement des 500 000 élus locaux au quotidien, la reconnaissance associée des habitants sont des éléments importants pour la stabilité de notre démocratie. Rencontrer le président de la République, échanger sur la réforme territoriale qui figure sur notre feuille de route des prochaines semaines, comprendre l'évolution des ressources financières des collectivités locales et territoriales, exposer les difficultés liées aux normes, vous solliciter, Monsieur le Président, sur l'économie de nos territoires. C'est un moment essentiel et important dans les tempêtes actuelles pour notre République. Pour terminer mon intervention, je voudrais vous dire encore, Monsieur le Président, combien nous sommes admiratifs du travail accompli et de la manière dont vous avez géré la plus grave crise financière de notre pays. Même si aujourd'hui tout le monde ne le perçoit pas encore, au nom de l'Association des maires, vous redire l'honneur de vous accueillir et de vous écouter. Monsieur le Président, cher Nicolas Sarkozy, au nom de toutes et tous, je vous remercie très chaleureusement de votre présence dans notre Assemblée au cœur des Ardennes de France. Monsieur le Président, Madame la députée, chère Bérangère, Monsieur le député, président de la Commission des lois, cher Jean-Luc, Monsieur le sénateur et président du Conseil général, cher Benoît, Monsieur le sénateur, cher Marc, Monsieur le maire de Ranvet, Mesdames et Messieurs, j'ai tenu à être présent pour ce dialogue républicain parce que je crois qu'il est très important pour un président de la République d'écouter ce que les élus, les maires ont à lui dire. J'ai eu cette idée, cher Jacques Pélissard, lorsque je me suis rendu au Congrès des maires à Paris. On m'avait dit, ça va être quelque chose d'épouvantable. Le nombre de gens qui disent des choses qui sont fausses, puis après ça ne gêne pas, et le lendemain ils continuent, ils disent pire. Je ne vois pas pourquoi ça allait être épouvantable. Les maires sont des gens raisonnables, quelle que soit leur sensibilité politique, qui ont à faire face à de grandes difficultés et qui peuvent mieux que d'autres comprendre les difficultés que peut rencontrer un président de la République du 5e pays du monde. Donc j'ai été à ce congrès, vous étiez 6 ou 7 000, je vous ai parlé très franchement, et je me suis dit dans le fond, ça serait bien d'aller à la rencontre des associations de maires pour dialoguer avec eux. C'est ma 3e, j'ai été dans le Cher, j'ai été dans le Morbihan, aujourd'hui dans les Ardennes, et j'irai dans le Var rencontrer l'association des maires. Alors certains m'avaient dit que la réforme territoriale, ça n'intéressait personne et que le président de la République n'avait pas à aller lui-même discuter de ce que les grands observateurs et les grands spécialistes considèrent comme les problèmes de terrain, donc grosso modo la vulgate dont il ne faudrait pas tenir compte. Moi, au contraire, ça m'intéresse. Je suis venu avec le ministre de l'Industrie, Éric Besson, et avec le ministre des collectivités territoriales, Philippe Richert. Je les remercie tous les deux parce que pour moi, il y a un lien entre les deux. Les collectivités territoriales, le jour où il n'y aura plus d'usines, et spécialement dans les Ardennes, il n'y aura plus beaucoup de collectivités territoriales. J'affirme une première idée, c'est que le tissu économique et le tissu industriel et le tissu des collectivités territoriales, c'est un seul et même ensemble qu'il ne faut pas opposer, mais au contraire, il convient de travailler ensemble. Je ne vais pas faire un long propos parce que je préfère répondre à vos questions. Je voudrais vous faire une première remarque, c'est que la France, mes chers compatriotes, ne peut pas rester à l'écart du changement. Partout dans le monde, les choses changent à une vitesse absolument stupéfiante. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XXe, et les idéologies du XIXe ne sont pas adaptées au XXIe siècle. Si nous voulons rester ce que nous sommes, si nous voulons garder notre modèle de vie, notre modèle social, il
faut nous adapter aux conditions du monde actuel. Sinon, nous décrocherons. Il faut travailler davantage, il faut innover davantage, il faut investir davantage. Je voudrais faire comprendre cette idée toute simple que dans un monde jeune où chaque pays aspire à avoir une part de croissance, la France ne peut pas rester à contempler son passé, son histoire, son patrimoine. La France n'est pas une nostalgie, la France n'est pas un souvenir. La France, si elle veut rester la 5e puissance du monde, doit faire des efforts. Vos enfants à l'école doivent travailler davantage et pas moins. Nous devons innover, investir, travailler. Tout ce qui a été expliqué sur le partage du temps de travail, sur la réduction du temps de travail, sur la possibilité de ne pas tenir compte de l'allongement de la durée de la vie, est en décalage complet avec ce qui se passe dans le monde entier. Ce n'est pas une question de gauche, ce n'est pas une question de droite, ce n'est pas une question d'opposition, ce n'est pas une question de majorité, c'est une question dans ce département des Ardennes de bon sens, de bon sens. Au XIXe siècle, il y avait 4 ou 5 pays qui comptaient dans le monde. Les États-Unis d'Amérique avaient, à l'époque de Louis XVI, avec 2 millions d'habitants, nous en avions 18. Aujourd'hui, des pays considérables comme la Chine, comme l'Afrique du Sud, comme le Brésil, veulent leur part du gâteau, c'est normal. Et il n'est inscrit nulle part que nous resterons dans la première division, que nous resterons en tête, si nous ne faisons pas les efforts pour nous adapter. Mais ce qui est compliqué, c'est que ce changement va nous permettre de rester dans le pays qu'on aime. Changer pour demeurer les mêmes, ce n'est pas un paradoxe. C'est une obligation absolue. Et c'est la seule façon de nous protéger. Le plus grand risque pour la France, le plus grand risque, c'est l'immobilisme. C'est un risque dont nous ne nous remettrions pas. La deuxième remarque que je voudrais vous faire, c'est que nous devons conduire cette modernisation alors que nous avons connu, nous les Français, la plus grave crise économique qu'ait jamais rencontré le monde. Pourquoi ça a été plus grave que même en 1929 ? Parce que jamais le monde n'avait connu une crise qui avait touché en même temps toutes les régions du monde et tous les secteurs. Jusqu'à présent, quand il y avait des crises, ça touchait les pays développés, mais moins les pays en voie de développement. Ça touchait les pays pauvres, mais moins les pays riches. Là, on s'est retrouvé fin 2008, enfin 2009, une partie de 2010, avec la crise la plus effrayante que le monde n'ait jamais connue. Je voudrais vous donner un chiffre, mesdames et messieurs les maires. Du jour au lendemain, la France, notre pays, en 2009, s'est retrouvé avec 22% de recettes en moins. Du jour au lendemain, sans crier gare, 22% de recettes en moins. Vous imaginez les conséquences, l'impact, du jour au lendemain. Alors les Ardennes ont payé un lourd tribut à la crise, puisque le chômage est monté jusqu'à 13% ici en 2009, et il a fallu nous-mêmes réagir à la crise, prendre un certain nombre de mesures. Je n'y reviens pas, vous les avez tous présentes à l'esprit. Je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train, le monde et la France, de sortir de la crise. Tant qu'il y a un chômeur, il y a de la crise. Mais là où il y avait de la récession, la croissance est en train de revenir. Que devons-nous faire et quelles sont les leçons à tirer? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que quand il y a eu la crise, on a demandé aux salariés et aux ouvriers de se serrer la ceinture parce qu'il n'y avait pas de marge de manœuvre. Et beaucoup de salariés, notamment dans les Ardennes, ont dû subir le chômage partiel. Il vaut mieux le chômage partiel que le chômage tout court. Mais chômage partiel, ça veut dire quoi? Un salaire amputé à la fin du mois, alors que les charges, elles, ne sont pas imputées. Au moment où nous sortons de la crise,
je l'ai dit tout à l'heure aux ouvriers, je ne comprendrai pas et je n'accepterai pas qu'on n'en tienne pas compte pour donner du pouvoir d'achat supplémentaire aux salariés et aux ouvriers. Quand ça ne va pas, mesdames et messieurs, c'est les salariés et les ouvriers qui sont les premiers à qui on demande un effort. Quand ça va mieux, il est normal qu'ils soient associés à ce mieux. Et personne ne me fera changer d'avis. Je ne suis pas quelqu'un qui change comme une girouette. Je ne suis pas quelqu'un que les difficultés rebutent. Je ne suis pas quelqu'un que le mauvais temps impressionne. Donc, j'ai demandé au gouvernement de prévoir un dispositif qui fera en sorte que tout le monde sera associé à la reprise. Je m'explique. Comment voulez-vous qu'un ouvrier des Ardennes comprenne qu'après lui avoir demandé d'amputer son salaire parce qu'il n'y avait pas assez d'activité et d'avoir été au chômage partiel, comment voyez-vous qu'il comprenne qu'en 2010, 86 milliards d'euros ont été distribués aux entreprises du CAC 40, aux actionnaires? Très bien. Moi, je souhaite que toutes les entreprises fassent des bénéfices. Et je souhaite que les actionnaires aient la juste récompense de leur investissement. Mais s'il y a 86 milliards d'euros à distribuer aux actionnaires, il doit y en avoir une petite partie aussi à distribuer aux salariés. Parce que si ça va mieux dans les entreprises, les salariés y sont pour quelque chose. Et ça, mesdames et messieurs, c'est pas... je rassure ceux qui pensent que je ne suis pas socialiste, je ne suis pas de gauche. J'ai simplement... Mon devoir, c'est de réfléchir avec cohérence, avec bon sens et avec justice. Et c'est l'intérêt des chefs d'entreprise de comprendre que si leurs salariés sont heureux parce qu'ils sont considérés dans leurs entreprises, les entreprises seront plus compétitives. Alors on va me dire, oui, mais alors vous ne pensez qu'aux entreprises qui distribuent des dividendes, quid des petites et moyennes entreprises? Eh bien, pour les petites et moyennes entreprises, on prévoira un système qui est très simple, je le disais tout à l'heure à Bérangère et à Jean-Luc, très simple, ils pourront distribuer une prime exceptionnelle à leurs salariés et on exonérera cette prime de cotisation sociale. Naturellement, on ne les obligera pas, mais on les incitera. Alors on me dit, ah mais il faut laisser faire le dialogue social. Mais c'est une plaisanterie quand on me dit ça. Le dialogue social, c'est très bien. Mes chers compatriotes, peut-être vous rappelez-vous, ça fait 2 ans que je demande au patronat et aux partenaires sociaux de négocier la question du partage de la valeur dans l'entreprise. Eh bien, en 2 ans, la discussion n'a même pas commencé. Mon rôle, c'est de taper du poing sur la table quand ça ne va pas, de le dire et de prendre mes responsabilités. Alors je vois, maintenant on interroge les experts. C'est pas possible. De toute manière, pour les experts, c'est jamais possible. Sinon, ils ne seraient pas experts, ils seraient acteurs. Et pourquoi ils ont choisi experts? Vous en connaissez dans vos communes, hein? Pourquoi ils ont choisi experts? Parce qu'ils ne pouvaient pas faire acteurs. Donc on choisit experts. Mais les experts, c'est jamais ceux qui ont fait quelque chose. C'est toujours ceux qui commandent ce que font les autres. Ce qui est une armée considérable dans notre pays. Hein? Et en général, naturellement, ils l'auraient fait mieux que vous. Mais ils n'avaient pas eu le temps. Ou pas de chance. Ou peut-être pas la colonne vertébrale. Ou peut-être pas le courage. Hein? Et avant même que le gouvernement porte son projet, on dit, ah ben, ça va être compliqué. Ben, oui, c'est compliqué pour ceux qui ne comprennent pas une chose simple. C'est que la question du partage de la valeur dans l'entreprise est une question centrale pour la société française. Je m'explique. Et je ne veux pas faire de politique partisane, c'est certainement pas le lieu, Monsieur le Président. Mais je m'explique. Je crois au travail. J'ai toujours cru au travail. Ma vie s'est faite par le travail. Je pense que le malheur absolu pour quelqu'un, c'est le chômage, pas le travail. Que le malheur absolu pour quelqu'un, c'est l'assistance, pas l'emploi. Et que ce fut une très grande erreur de ne parler de travail qu'en termes de durée de temps de travail et pas en termes de qualité de vie au travail. Je m'explique. Travailler 35 heures dans une entreprise où vous n'êtes pas respecté, avec un salaire de misère, dans des conditions qui ne sont pas protectrices pour la santé, c'est un drame. Travailler 40 heures dans une entreprise où on est respecté, où on protège sa santé et où on est bien payé, c'est pas un problème.
Le problème ne vient pas de la quantité de travail, mesdames et messieurs, mais de la qualité de vie au travail. Il n'y a pas un seul pays qui a fait le choix des 35 heures. Nous, ça nous a coûté fort cher, en termes d'emploi, en termes de délocalisation et en termes de salaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas porter la question du pouvoir d'achat, de la qualité de vie au travail et de la protection de la santé au travail. C'est une inversion complète des valeurs. Voilà. Et si on vit plus longtemps, tant mieux, bonne nouvelle, on devra travailler plus longtemps. Parce que sinon, il n'y aura pas d'argent pour payer les retraites. J'ajoute que le gouvernement mettra donc au Parlement très prochainement un dispositif précisant les modalités de ce que je viens d'annoncer. Troisième et dernière remarque. Notre pays présente un budget en déficit, mesdames et messieurs les maires, depuis 35 ans. Et vous avez bien entendu. Ça fait 35 ans que la France dépense davantage que ce qu'elle n'a en recettes. J'ai décidé que ça serait terminé et qu'il faut que nous résorbions nos déficits. Je n'ai pas été élu pour que la France se trouve dans la situation du Portugal, de la Grèce ou de l'Irlande, ou même aujourd'hui des États-Unis. 35 ans que notre budget est en déficit. Tenez-vous bien, depuis 1992, la France a créé 1 million de postes de fonctionnaires. Je ne me souviens pas qu'en 1992, à l'époque de M. Mitterrand, la France était sous-administrée. Donc je comprends parfaitement vos protestations, une fermeture de classe, une fermeture de bureau de poste. Je le comprends. Je vous demande de raisonner en citoyen français. Nous devons faire des économies pour éviter le drame que représente un pays trop endetté. Alors j'entends bien tous ceux qui me disent « Oh, Monsieur le Président, faites pas la réforme des retraites, c'est pas populaire. » Bien sûr. Mais est-ce que ça serait populaire d'avoir la faillite du régime de retraite? Savez-vous qu'à la minute où je vous parle, il y avait 1 500 000 retraités dont on ne paye les retraites qu'en allant chercher l'argent à la banque? Si je n'avais pas conduit la réforme des retraites, le régime s'écroulait. Est-ce que les gens auraient été davantage contents? 35 ans de budget en déficit. Il faut faire des économies. Nous n'avons pas d'autre choix. Les Français ne m'ont pas élu pour que la France tende la main. Nous avons 1 500 milliards de dettes. Aujourd'hui, nous empruntons pour rembourser cette dette à 3,34%. La Grèce emprunte à 2 ans à 12%. Est-ce que vous voulez que ce soit la situation pour la France? Il y a un moment où il faut faire des efforts. Vous, les maires, vous le savez parfaitement. Et donc, j'assume aussi le choix que j'ai annoncé d'une dotation aux collectivités qui serait gelée pour 3 ans. Mais mesdames et messieurs les maires, l'État transfère chaque année 99 milliards d'euros aux collectivités territoriales. 99 milliards d'euros. L'année 2009, où nous avons eu 22% de recettes en moins, on m'a proposé de faire 22% de dotation aux collectivités en moins. Je n'ai pas voulu. On vous a garanti vos dotations, ce qui était normal. Mais nous, on a pris 22% de déficit en plus. Et quand on me dit « Oh, vous nous égorgez, vous nous étouffez en gelant les dotations pour 3 ans », mais connaissez-vous beaucoup d'entreprises qui sont assurées d'avoir leurs dotations pour les 3 années qui viennent? Alors la solution, c'est par la péréquation, cher Benoît, pour que des départements qui souffrent plus et des communes qui souffrent plus, c'est davantage. Mais imaginez la catastrophe que représenterait pour la France d'être dans la situation de la Grèce. Y a-t-il un seul de vos concitoyens qui l'accepterait? Un seul? On me parle d'éducation nationale. Bien sûr que c'est important, l'éducation nationale. Et nous savons, toutes ces dernières années, le budget de l'éducation nationale a augmenté chaque année. Chaque année. Il y a moins d'enfants et plus d'enseignants. Il y a un moment donné où il faut se poser la question de notre organisation, de la réforme de notre organisation. S'il suffisait d'embaucher des maîtres en plus pour résoudre tous les problèmes, mais on devrait n'avoir aucun problème en matière d'éducation nationale.
Il y a un moment donné où il y a quelqu'un qui doit dire non, qui doit faire les comptes et qui doit comparer la colonne recettes et la colonne dépenses. Sinon, ça se traduira par quoi? Par des augmentations d'impôts sur vos entreprises dans vos communes. Vous les perdrez. Ou des augmentations d'impôts sur vos concitoyens. Vous trouvez que leur pouvoir d'achat est suffisamment confortable? Donc il y a deux solutions, elles sont incontournables. On travaille plus longtemps, parce qu'on vit plus longtemps. Et on réduit les dépenses, parce qu'on ne veut pas augmenter la fiscalité. Alors, je sais, c'est très préoccupant. Ce que je dis est très simple et assez compréhensible. Mais je me méfie de ce qu'on ne comprend pas. Parce que trop souvent, ça cache d'autres choses. Et les marges de manœuvre que là, on les met où? Sur l'innovation, sur l'investissement, pour créer de la richesse et créer les conditions de la croissance en France. Et ce que je dis, me semble-t-il, Monsieur le Président, pour en terminer, mais c'est acceptable pour tous les maires, quelle que soit leur sensibilité par ailleurs, qui sont des gens raisonnables et qui ne peuvent pas procéder à la multiplication des petits pains à chaque fois qu'ils votent un budget dans leur commune. Chacun peut le comprendre. Ça ne veut pas dire que toutes les réformes que le gouvernement a mises en œuvre sont bonnes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des critiques. C'est la démocratie, c'est normal. Mais sur les fondamentaux, on doit faire des économies et on doit travailler davantage. Ce n'est pas contestable. C'est juste du bon sens. Voilà. Mesdames et messieurs, je répondrai bien volontiers à toutes vos questions. Peut-être juste pour terminer un mot sur la réforme, mais juste un mot. Beaucoup de gens disaient il faut fusionner les communes. Je me suis opposé. Parce que peu importe qu'il y ait autant de communes en France que dans la totalité des autres pays européens, ça fait partie de notre mode de vie. J'allais dire, ça fait partie de notre qualité de vie que d'avoir 1,5 million de braves citoyens qui, en plus de leur vie de famille, en plus de leur vie professionnelle, consacrent du temps à leur village et à leur commune. Tant mieux. Et si les autres ne l'ont pas, c'est pas sûr que ça soit un avantage pour eux. Et je n'ai pas voulu qu'on touche au bloc communal. Je parle sous le contrôle de Philippe. Et la commune, non seulement n'est pas obligée de fusionner, mais gardera la compétence générale. Il y a deux niveaux qui gardent la compétence générale, commune et État. C'est normal. Deuxième remarque, on me disait, cher Benoît, il faut choisir, soit le département, soit la région. Ça, ce sont des gens qui n'ont jamais été élus qui disent ça. Parce que le département a la légitimité historique et la région a la légitimité économique. Et donc j'ai voulu un autre système avec le conseiller territorial qui permette de fusionner département et région, plus exactement que ce soit les mêmes élus. Enfin, imaginez le système français. Commune, communauté de communes, département, région, État, Europe, et tenez-vous bien, tout le monde avec la compétence générale. Tout le monde. Alors, ce qui fait qu'à la région, on ne pouvait pas refuser une demande de subvention puisqu'on a compétence générale. Au département, on ne peut pas refuser une demande puisqu'on a compétence générale. La commune a compétence générale et l'État a compétence générale. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que c'était le système le plus économe? Y a-t-il un seul élu qui comprenait comment ça marche? Un seul? Il y a 20 milliards d'euros de dépenses publiques communes sur les mêmes secteurs entre le département et la région. Avec le conseiller territorial, ce sont les mêmes personnes qui dirigeront le département et la région. Il n'y aura plus de bagarre. J'ajoute que j'ai voulu garder le canton. Pourquoi? Parce que j'ai voulu protéger les territoires ruraux. Le canton dans la ville, on ne sait pas ce que c'est. Mais dans la campagne, on sait ce que c'est le canton. J'ai voulu sauver le canton parce que moi, je crois à la représentation des territoires ruraux. Et enfin, je n'ai pas voulu faire l'élection au suffrage universel des intercommunalités. Parce que ça aurait été la mort de la commune. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe en cas de conflit de légitimité?
si l'interco est élu au suffrage universel direct et si la commune est élue au suffrage universel direct. On a donc, cher Jacques, fait un système de fléchage où les premiers élus de la commune deviendront les élus de l'intercommunalité. On a protégé la commune en faisant cela. Et je crois que c'était logique. Il y a des tas de choses qu'on peut modifier. Après, on m'a dit, ah oui, mais alors vous tuez la parité, mesdames. Donc, je dis, bon, bah, faire un scrutin de liste à 500 au lieu de 3500. On me dit, bah, là, vous tuez les petites communes. C'est pas vrai? Les mêmes. Bon. Donc, vous savez ce que j'ai décidé? Je m'en remettrai à la sagesse des parlementaires. Et je suis sûr que ce qu'ils décideront, ça sera bien fait. Hein, Philippe? On ne va pas se faire des ennuis pour si peu, on en a assez. Hein? Bon, on va les partager, nos ennuis. Non, mais comprenez-moi bien, sur une affaire, et Jean-Luc, qui est président de la commission de loi, c'est très bien ce que je veux dire de Bérangère. Comprenez-moi bien. Le scrutin de liste, c'était à 3500. Avec le scrutin de liste, on a la parité assurée. Je me suis donc dit, on va descendre à 500 pour garantir la parité. Oui. Et 500, on me dit, tu politises les petites communes, il faut remonter. Bon, eh ben, le Parlement, le gouvernement dira sagesse. Et vous prendrez vos responsabilités, comme ça sera un avantage, je vous en voudrez à vous-même, si vous êtes pas content. Voilà, merci de votre attention, j'aurais bien d'autres choses à dire, mais je préfère répondre à vos questions. Merci à tous. Monsieur le Président, si vous permettez, on va effectivement commencer par une première question sur la partie de la réforme territoriale. Donc, je ne sais pas si on a quelqu'un d'identifié. Voilà. Monsieur le Président, Claude Wallendorf, conseiller général, maire de Givet. Donc, en matière de réflexion sur l'évolution de l'intercommunalité, pouvez-vous nous assurer que la Direction générale des collectivités territoriales, locales, a demandé à Monsieur le Préfet de conduire la démarche en concertation avec les élus locaux, en tenant le plus grand compte de leur avis, avec comme critère déterminant l'achèvement de l'intercommunalité, la disparition des communautés de communes de moins de 5000 habitants, tout en s'appuyant sur des données socio-économiques fiables et incontestées, notamment celles fournies par l'INSEE. Bon, d'abord, monsieur le maire de Givet, cher ami, je crois dans l'intercommunalité. Donc je ne remets pas en cause l'intercommunalité. Mais Philippe pourrait le dire, Richard mieux que moi, l'intercommunalité a besoin d'être rationalisée. Enfin, en France, tenez-vous bien, 15 500 syndicats intercommunaux, 15 500. 2600 EPCI à fiscalité propre, 371 pays. Les 2/3 des communes de France sont membres d'au moins 4 syndicats, dont chacun a président et vice-président. Est-ce que c'est raisonnable? Honnêtement, est-ce que c'est raisonnable? Allez, je ne parle pas pour le département des Ardennes, hein. Considérons que là tout est parfait. Je parle pour tous les autres. Est-ce que c'est raisonnable? Alors même que nos concitoyens nous demandent à juste titre de faire des économies. Donc, dans les Ardennes, pour 463 communes, il y a 17 établissements publics de coopération intercommunale, une communauté d'agglomération, et il y a encore un foisonnement de 177 syndicats intercommunaux. C'est une réalité. Alors, le préfet que je salue a la responsabilité première d'élaborer la nouvelle carte de l'intercommunalité. Il représente l'État. Il doit mettre sur la table un projet. Mais, je le dis devant lui, il n'imposera pas ses choix aux élus. Vous disposerez d'une capacité de blocage et d'initiative à la majorité des 2/3 de la CDCI. C'est vous qui aurez le dernier mot. Ah, évidemment, il faut un minimum de consensus entre vous. Mais enfin, s'il n'y a pas de consensus, il n'est pas anormal que l'État prenne ses responsabilités. Mais s'il y a un consensus, c'est vous qui avez le dernier mot. Je faisais le point dans l'avion avec Philippe.
dans la majorité des cas, ça se passe bien. Il y a quelques cas qui sont très tendus et très difficiles. Prenons un peu plus de temps. Pour le reste, respectons le calendrier qui est prévu dans la loi. Donc, je fais confiance aux préfets. Je ne veux pas qu'ils imposent, mais qu'ils prennent leurs responsabilités en mettant un projet sur la table. Discutez-en avec eux et vous aurez le dernier mot. Nous, l'État, nous ne reviendrons que s'il y a un fossé entre vous et qu'il n'y a pas moyen de faire émerger un consensus. Comment faire autrement? Je crois que c'est sage de dire les choses comme ça. Alors après, certains me disent « Oh, il faut prendre encore plus de temps ». Mais je veux bien prendre encore plus de temps. Mais en France, c'est toujours pareil. Alors, la réforme des retraites, ça fait 21 ans qu'on en parle. Il fallait que je fasse une commission pour y réfléchir. Alors on réfléchit. Ah, puis c'est bien, puis on se quitte, enfin, on réfléchit, on fait des commissions. Puis en se quittant, on dit, on fait comme on a dit. Mais il y a toujours un qui dit, mais on n'a rien dit. Donc on ne fait pas. Et on continue. Ne me demandez pas ça. Voilà. Donc ma réponse est claire. Hein. Le préfet a l'initiative de mettre un projet sur la table. Le dernier mot appartient aux élus. On ne passera pas en force. S'il y a des blocages, on prendra un peu plus de temps. Et j'ai dit d'ailleurs au préfet, et je lui confirme, entre le schéma parfait et le désordre total, choisissez une voie moyenne, médiane. Vous n'êtes pas obligé non plus de résoudre la totalité des problèmes. Voilà, hein, comme on dit à Clermont-Ferrand, step by step. Hein, voilà, étape par étape. Alors, on n'est pas obligé non plus, un peu de souplesse, ne messiez pas. Mais ce que je voudrais, c'est quand même qu'on arrive à un peu de rationalité. Et je pense que c'est attendu par nos concitoyens. Voilà, en poursuivant sur la partie de la réforme territoriale, donc, et peut-être plus largement autour de l'autonomie communale, il y avait une question. Monsieur le Président, je suis sur votre pardon. J'ai pas de difficulté avec ma gauche, hein, mais... Oui, donc je représente ici les maires ruraux. Et je dois vous dire qu'on a 2 questions à vous poser, mais la deuxième question, vous nous avez déjà répondu partiellement. Alors sur la première, c'était pour vous indiquer que les maires des communes rurales étaient extrêmement inquiets des conséquences techniques et financières de l'application de la réforme territoriale de décembre 2010. Pouvez-vous leur apporter des garanties que l'autonomie communale sera respectée, voire amplifiée? Pour la deuxième question, vous nous avez répondu. Je m'adresserai donc aux parlementaires pour la suite. C'était, pour ce qui concerne toujours les communes, savoir si vous pouviez nous indiquer le seuil de population envisagé pour l'application d'un scrutin de liste. Bon, actuellement, ce seuil est 3500 habitants. Le projet de loi déposé au Sénat, le seuil est à 500 habitants. Mais, dans le cadre du débat parlementaire, le gouvernement ne bloquera pas. Je vais être honnête avec vous, hein. On a un seuil à 3500 et on a déposé un texte à 500, Philippe, c'est bien ça. Mais si vos parlementaires veulent modifier le seuil de 500, Jean-Luc Rym, mais nous, j'estime que vraiment c'est un sujet des élus, que ce n'est pas le sujet du gouvernement. On a fait une proposition, si elle ne vous va pas, vous la corrigez. C'est ça aussi la démocratie. Bon. Sur l'autonomie communale, Monsieur Gaudin, je voudrais prendre l'exemple de l'Allemagne. Quand on parle de l'Allemagne, on parle d'un pays fédéral. Savez-vous que les Länder n'ont pas de fiscalité propre? Ils ont une dotation versée par l'État. Qui viendrait à l'idée de contester l'autonomie
des Länders, des régions allemandes, par rapport au pouvoir central allemand. Personne, hein, je parle sous le contrôle du président de la région Alsace. Bon. Personne, hein. Ils n'ont pas un centime de fiscalité propre. Donc dire que l'autonomie des communes ne dépend que de l'autonomie fiscale, c'est, me semble-t-il, une contre-vérité. D'abord parce que pour certains villages, l'autonomie fiscale, c'est une farce. Quand il n'y a pas d'entreprise ou qu'il reste une seule entreprise, où il y a très peu de population, une fois que vous avez dit que vous avez la liberté d'augmenter les impôts, vous n'avez aucune liberté en vérité. C'est vrai ou pas? Bon, c'est vraiment voir de très haut des problèmes. Bon, donc réduire, hein, je ne dis pas que c'est ce que vous avez dit, M. Gaudin, mais réduire la question de l'autonomie communale à la seule question de l'autonomie fiscale, c'est une farce. Parce qu'il y a des villages, il y a des communes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la matière première fiscale pour faire quoi que ce soit, compte tenu du niveau de vie de leur population ou du petit nombre d'entreprises. Donc, M. Godin, quelque chose à clair, avec la réforme, la grande gagnante, c'est la commune. Car vous serez avec l'État le seul niveau à compétence générale. Il n'y a pas d'autre niveau à compétence générale. La commune, c'est la compétence générale de proximité, l'État, c'est la compétence générale de cohérence. J'ajoute que le conseiller territorial sera pour vous un interlocuteur indispensable, utile et commode, puisque dans sa main, il aura les dossiers du département, les dossiers de la région. Et même nous avons prévu que la région et le département, si elles se mettent d'accord sur l'organisation de leurs compétences et la mutualisation de leurs moyens, leur intervention conjointe peut être permise pour des petites communes où ils ont besoin des deux en même temps. Donc, je parle sous le contrôle du président de l'association des maires. Je crois que l'autonomie communale sort renforcée de la réforme. Parce que parfois, la commune, prise entre le Marcau et l'enclume du département et de la région, pas ici, hein, son autonomie était un peu bridée. Voilà. Donc, de ce point de vue, et d'ailleurs, j'observe que la réforme passe de mieux en mieux et que chacun a bien compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Bon, écoutez, franchement, tous les efforts que fait l'État pour réduire ses effectifs sont compensés malheureusement par les créations d'emplois dans les régions. Je veux dire d'emplois de fonctionnaires. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Tout le monde doit faire un effort. Quand on parle du déficit de la France, on parle du déficit de toutes les strates, la sécurité sociale, les collectivités territoriales et l'État. Il faut absolument qu'on diminue nos dépenses publiques. Et quel est le problème économique de la France? C'est que le poids des dépenses publiques sur les emplois marchands, sur les emplois privés, est tel qu'on pousse aux délocalisations. Et j'ai voulu la réforme de la taxe professionnelle. Pourquoi? Mais pas pour vous faire de la peine. Nous étions, tenez-vous bien, le seul pays d'Europe qui continuait avec la taxe professionnelle. Comment voulez-vous qu'on garde? Vous êtes proche d'une frontière. Si de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas de taxe professionnelle et de votre côté, il y a la taxe professionnelle, pourquoi voulez-vous que les entreprises restent? D'ailleurs, à ceux qui défendaient la taxe professionnelle, je leur dis, le jour où il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de taxe professionnelle. Nous avons compensé vos recettes. Mais pour un département comme les Ardennes, tellement industrieux, au sens industrie, garder la taxe professionnelle, c'était un contresens. Qu'est-ce que ça veut dire, être contre les délocalisations et pour la taxe professionnelle? C'est mentir. Récompenser une entreprise parce qu'elle reste en France, on lui colle la taxe professionnelle. Bon, j'avoue, hein, Monsieur Godin, j'ai un peu élargi ma réponse. Ce n'était pas totalement votre question, mais c'était complètement ma réponse. Voilà, vous avez suivi en direct sur les chaînes parlementaires la table ronde de Nicolas Sarkozy.